La Terre, notre planète, le seul endroit de l'univers, à notre connaissance, à abriter la vie. Mais des formes de vie venues de l'espace nous auraient-elles déjà rendu visite? Auraient-elles même enlevé des membres de l'espèce humaine? Selon un scénario qui relève à première vue de la science-fiction, la planète Terre a-t-elle déjà été le théâtre d'une rencontre avec un extraterrestre? Ces histoires d'extraterrestres font partie de notre culture. Tous les ans, aux États-Unis, sont signalés des milliers d'ovnis, objets volants non identifiés. Certaines personnes ayant même déclaré avoir été enlevées. Je suis une personne tout à fait normale qui a vécu tout au long de sa vie des expériences assez extraordinaires et bizarres. Si des causes naturelles ou même des activités militaires suffisent à expliquer la plupart des signalements d'OVNI, certaines énigmes continuent de nous interroger. C'est évident. Ce n'étaient pas des ballons, ni un avion, ni des hélicoptères, ni des fusées éclairantes. Des gens ont bel et bien vu un vaisseau spatial de 2 à 3 kilomètres de large. Pour les sceptiques, ces figures vues ou rencontrées naîtraient dans notre imagination, peut-être influencées par les films de science-fiction et la culture populaire. Pourtant, des scientifiques respectés admettent la possibilité de véritables extraterrestres voyageant dans le cosmos pour venir visiter la Terre. Aucune loi physique n'interdit de penser qu'une civilisation peut-être d'1 million d'années plus évoluée que la nôtre puisse atteindre la Terre. À de nombreuses occasions au cours de notre histoire, les extraterrestres auraient même, dit-on, laissé des preuves incontestables de leur passage, objets et messages qui vont des pyramides au cercle de culture. J'ai vu des objets et des lumières étranges que je ne saurais expliquer. Ils étaient sans nul doute régis par une intelligence. Ceux qui sont sceptiques, je les invite à prendre connaissance des phénomènes observés. D'étranges phénomènes surviennent sur lesquels il faudrait enquêter. En 1995, Lynn Kai-Tai aperçoit des lumières inexplicables près de chez elle, au-dessus des montagnes, juste au nord de Phoenix en Arizona. Elle a sur elle un appareil photo. Je me suis concentrée sur ce globe qui disparaissait. Il ne bougeait pas. Il s'est lentement estompé. C'était comme s'il était encore là une fois disparu. Et j'ai été frappée par le silence angoissant qui régnait, comme si le temps s'était arrêté. C'était extraordinaire et très étrange. 2 jours plus tard, le 13 mars 1997, Lynn Kai-Tai partage cette fois, avec des milliers d'autres témoins, une expérience exceptionnelle. Des milliers de personnes d'un bout à l'autre de l'Arizona scrutaient le ciel étoilé pour y surprendre la comète de Hale-Bopp, quand un triangle de 2 à 3 kilomètres de large a traversé l'État. Il a emprunté le corridor le plus peuplé de l'Arizona dans un silence absolu. C'était un gigantesque défilé. Compte tenu du grand nombre de témoins oculaires, on hésitera à récuser sans autre forme de procès le phénomène dit des lumières de Phoenix. Après une brève enquête, l'armée révélera que ces lumières provenaient de fusées éclairantes larguées par une escadrille d'avions volant en V. Malgré tout, certains témoins maintiendront que ces lueurs venaient d'un autre monde. Depuis plus de 23 ans, l'artificier Paul Mann manipule des fusées éclairantes. Une mise en scène pareille lui semble bien difficile à réaliser. On aurait du mal, je pense, à confondre une fusée avec ce qu'on a l'habitude de considérer comme un ovni. À défaut de larguer des fusées éclairantes depuis un chasseur, Paul croit pouvoir expliquer ce qui distingue ces fusées des lumières de Phoenix. On a ici des fusées éclairantes qui montent jusqu'à une centaine de mètres en brûlant constamment, mais vous verrez qu'elles étincellent légèrement. N'importe qui saurait que c'est une fusée et non un vaisseau spatial. On a là une lumière rouge scintillante, une importante traînée de fumée. Le point lumineux permet de reconnaître une fusée sans confusion possible. Et puis elle retombe par terre, elle ne reste pas suspendue là-haut pendant des heures. Un feu d'artifice qui aurait duré aussi longtemps que ce qu'on dit des lumières de Phoenix aurait relevé du prodige. Et faire tenir des pièces dans le ciel est encore une autre paire de manches. Je sais ce que j'ai vu, au même titre que des centaines d'autres gens.
Il ne s'agissait certainement pas de fusées éclairantes, dont les caractéristiques ne se confondent pas avec ces globes qui n'émettaient pas de fumée. C'était comme des boules, des globes faits d'une roche solide. Mais les images parlent d'elles-mêmes. L'explication des lumières de Phénix par la présence de fusées éclairantes dans le ciel paraît donc à certains assez improbable. En 1980, les militaires d'une base aérienne située sur la côte est de l'Angleterre perçoivent une étrange lueur dans une forêt des alentours. Le colonel Charles Halt, qui dirige la base à ce moment-là, est de service quand il réceptionne un drôle d'appel de la part d'un de ses hommes. Quand le lieutenant qui faisait une ronde est entré pour voir le commandant de la base et moi-même et nous parler en privé, il était blanc comme un linge. Le lieutenant leur rapporte qu'un objet volant non identifié a été aperçu qui descendait dans la forêt de Rendlesham aux abords de la base. Le colonel Halt, accompagné d'un officier affecté à la prévention des sinistres, se rendent sur le site supposé de l'atterrissage. Ils enregistrent leurs échanges sur une bande audio en guise de preuve. Bon, pourquoi ne pas faire ça? Pourquoi ne pas balayer cette zone? J'ai mis mes gants. Balayons la zone sur environ 3 mètres et traçons un périmètre tout autour en partant du coin là-bas. Tous les oiseaux et les animaux de la forêt s'étaient tus. Nous nous sommes approchés de ce site où le supposé vaisseau avait atterri. Il y avait 3 marques au sol, d'environ 4 ou 5 cm de profondeur et de 20 à 25 cm de large. Les marques, disposées en triangle, étaient espacées de 2 à 2,50 m. Prudent, le colonel Halt et l'officier de prévention des sinistres mesurent les radiations des traces à l'aide d'un compteur Geiger. Les niveaux de radioactivité se révèlent 4 fois supérieurs à la normale. C'est alors qu'une forme dans les arbres se met à bouger. Un objet d'une lumière rouge vif et noire au centre bougeait à travers les arbres. Aucun doute, il y a d'étranges flashs de lumière rouge devant nous. On aurait dit que cette chose lumineuse répandait du métal en fusion, comme de l'acier qui sort d'un creuset. Nous l'observions stupéfiés quand elle a explosé en silence et que des éclats blancs se sont éparpillés avant de disparaître. En fait, au dire de nombreux journalistes et chercheurs, ce qu'aurait vu le colonel Halt et les soldats qui l'accompagnaient dans la forêt de Rendlesham, ce seraient les jeux de lumière du phare d'Orford Ness. Pourtant, le colonel Halt n'en démord pas. Ce qu'il a vu n'était pas de ce monde. Je sais ce qu'on a vu, mais je ne sais pas ce que c'était. Ce que je soupçonne personnellement, c'est qu'il s'agissait d'un vaisseau endommagé ou d'une sorte de véhicule de reconnaissance venu observer nos activités dans la région. En janvier 1981, le colonel Halt contacte le ministère de la Défense britannique, dont il ne recevra jamais de réponse officielle. Halt reste persuadé qu'il a eu affaire à d'authentiques extraterrestres, un cas d'ovni qu'ici, comme à d'autres occasions, l'État a tenu à camoufler. Un avis que ne partage pas le docteur Shermer. Et même si les autorités ont cherché à dissimuler ces phénomènes d'ovni, ce n'est pas pour autant qu'on a cessé d'interroger les thèses officielles. Soit les extraterrestres existent, soit ils n'existent pas. Les 2 hypothèses sont également effrayantes. Pour gagner la Terre, un ovni aurait à voyager dans l'espace depuis un autre point de l'univers situé à des années-lumière. D'où et comment parviendrait-il jusqu'ici? Il devrait y avoir beaucoup de planètes abritant la vie comme la nôtre. L'univers est vieux de quelques 15 milliards d'années et son expansion se poursuit à une vitesse phénoménale. Il renferme des milliards et des milliards d'étoiles, beaucoup plus que ne comptent de grains de sable toutes les plages de la Terre. Autour de certaines de ces étoiles tournent des planètes. Il y a donc une myriade d'endroits où E.T., le célèbre extraterrestre, aurait pu voir le jour. Selon le physicien Lawrence Krauss, la planète d'où vient E.T. serait semblable à la nôtre. Sur une planète comme la Terre, la vie semble naître de toutes parts. On peut donc avancer que le moyen le plus simple pour trouver d'autres formes de vie, ce serait de chercher des planètes comme la Terre. Seulement voilà, cette planète se situerait fort loin de la Terre. C'est même en années-lumière et non en kilomètres que dans l'espace, on mesure les distances tant elles sont grandes.
Une année-lumière, c'est quasiment 10 000 milliards de kilomètres, soit la distance parcourue en un an par un rayon de lumière qui progresse à près de 300 000 kilomètres par seconde. La lumière du Soleil met plus de 8 minutes à atteindre la Terre. Tout extraterrestre qui prévoit de nous rendre visite s'embarque pour un voyage de plusieurs milliards d'années-lumière aller-retour. Le seul moyen de raccourcir le voyage consisterait alors à se déplacer plus vite que ce qu'il y a de plus rapide à notre connaissance, la lumière elle-même. En 1905, Einstein publie la théorie de la relativité restreinte, selon laquelle on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. En un sens, c'est comme s'il y avait un agent de la circulation au carrefour pour nous interdire de franchir cette limite. La théorie de la relativité restreinte d'Einstein suggère qu'il existe une limite cosmique à la vitesse qui interdit à n'importe quel objet, y compris un extraterrestre, d'excéder la vitesse de la lumière. En 1915 cependant, Einstein invente une théorie qui va plus loin encore. La théorie générale de la relativité. Au lieu de chercher à surmonter les lois de la physique, cette théorie se propose de les contourner. Aux yeux de Michio Kaku, professeur de physique théorique, c'est la clé qui permet de franchir cette barrière qu'est la vitesse de la lumière. L'espace-temps est un tissu qui peut se détendre, se rétrécir ou même se déchirer. On tient là peut-être la possibilité de franchir cette limite que représente la vitesse de la lumière. L'espace-temps est un tissu qui peut se détendre, se rétrécir ou même se déchirer. On tient là peut-être la possibilité de franchir cette limite que représente la vitesse de la lumière. La théorie d'Einstein postule que la matière courbe l'espace-temps. Imaginons une lourde sphère posée sur une feuille de caoutchouc. La sphère, en pesant sur la feuille, y forme un creux. Si une sphère plus petite est alors lâchée sur la feuille, elle tombera en spirale vers la plus lourde. Einstein émet la théorie selon laquelle l'espace, comme la feuille de caoutchouc, se déforme sous l'effet des objets qui voyagent en lui. Mais si l'espace peut ainsi se déformer, se dessine alors une nouvelle manière de voyager d'un bout à l'autre de la galaxie. Sur une feuille de papier, la droite est le plus court chemin entre deux points. C'est oublier que si vous pliez la feuille, vous vous apercevez que le plus court chemin entre deux points est en fait un trou de verre. Ces trous de verre, avancent certains scientifiques, seraient des couloirs d'espace-temps qui se présentent comme des raccourcis entre des régions éloignées de l'espace. Théoriquement, en empruntant un trou de verre, un extraterrestre pourrait voyager d'une partie à l'autre de notre galaxie plus vite que ne le ferait un rayon de lumière dans l'espace et le temps normaux. Un raccourci qu'avait déjà décrit il y a 150 ans un mathématicien d'Oxford en Angleterre. Le fameux écrivain Lewis Carroll. Le miroir d'Alice relie la campagne d'Oxford à un univers fantastique, le pays des merveilles. Si vous passez votre main à travers le miroir, elle quitte Oxford pour passer à jamais de l'autre côté. C'est un trou de verre, ce que nous autres physiciens appelons un espace multiconnexe. Les trous de verre constitueraient peut-être le réseau de transport idéal, quoique la manipulation des lois de la physique puisse entraîner des conséquences catastrophiques. On ignore dans quelle mesure ils sont stables. Ils sont peut-être assez radioactifs, des corrections quantiques et des radiations pourraient se produire à l'entrée du trou, qui risque également de se refermer avant même qu'on puisse y pénétrer. À supposer qu'on puisse recréer un trou de verre artificiel, il faudrait d'énormes quantités d'énergie et des progrès technologiques qui dépassent notre entendement pour déchirer le tissu de l'espace et du temps. Mais peut-être existe-t-il une civilisation extraterrestre assez évoluée pour construire ces autoroutes supergalactiques. Ou bien, des extraterrestres intelligents pourraient avoir trouvé une autre astuce pour naviguer au sein de l'univers. Ils sauraient peut-être déplacer l'espace lui-même.
L'espace fait ce qui lui plaît. Par exemple, il peut s'étendre par réaction à la présence de matière et d'énergie. Si on trouvait le moyen de le maîtriser, en principe, on serait capable de développer ce qu'on pourrait appeler un moteur à distorsion. Le vaisseau extraterrestre comprimerait l'espace qui se trouve devant lui et ferait croître l'espace situé derrière lui. Sans avoir bougé d'un iota, le vaisseau se porterait du même coup d'un point à l'autre de la galaxie. Ce qui semble nous renvoyer à la science-fiction n'aurait, pour quelques extraterrestres évolués, absolument rien de fictif. Sur ce ballon, j'ai représenté l'USS Enterprise du film Star Trek. Et pour qu'on ait quelques repères de son environnement immédiat, j'ai figuré ici le Soleil, la Lune et Saturne. Ce que je voulais vous montrer, c'est que l'Enterprise peut s'éloigner de ce système planétaire et s'approcher de cette étoile sans changer de position par rapport à ses repères environnants. Comment? Eh bien, si je presse cette extrémité du ballon, j'étends cette région-ci. La distance entre le vaisseau et les étoiles s'est accrue sans que le vaisseau ait changé de position par rapport à ce qui l'entoure. Ce que j'ai fait, c'est faire jouer l'espace. On ignore comment serait alimenté un moteur à distorsion, dont l'utilisation serait de l'avis de Krauss, lourde de danger. Ce serait peut-être moins dangereux pour les passagers à bord du vaisseau que pour tous les autres, car lorsqu'on contracte l'espace devant soi, tout ce qui nous sépare du prochain astre se trouve pulvérisé. Et quand on est dans l'espace derrière soi, on instaure une tension incroyable entre tous les corps qui nous environnent. Il faudrait alors une autoroute interstellaire qui soit au préalable vidée de tout, sans quoi tout ce qui entoure le vaisseau serait anéanti. Nos moyens technologiques sont loin de nous permettre d'outrepasser les lois de la physique, mais une civilisation en avance sur nous de plusieurs millions d'années aurait pu frayer cette voie. Sur Terre, les physiciens qui cherchent d'autres formes de vie dans l'univers prennent cette idée très au sérieux. Ils ont développé un système de classification des civilisations extraterrestres selon leur degré d'évolution. Quand nous autres physiciens observons l'espace, nous ne recherchons pas des petits hommes verts, nous cherchons des civilisations du premier, du deuxième ou du troisième type. Une civilisation du premier type aurait atteint un tel degré d'évolution qu'elle maîtriserait toutes les sources d'énergie présentes sur sa planète, y compris celles que fournissent les océans, les volcans et même la météo. Elle épuiserait vite les ressources d'une planète et exploiterait l'énergie d'un astre local. À ce stade, elle serait identifiée comme appartenant au deuxième type. À terme, elle devient galactique. Elle colonise tout le système planétaire et développe des énergies phénoménales qui lui permettent de manipuler les étoiles et les trous noirs. C'est alors une civilisation du troisième type, ayant sur nous une avance technologique de 100 000 à 1 million d'années. Où se situerait donc notre civilisation sur cette échelle? Nous ne figurons même pas sur cette échelle. Nous tirons notre énergie de végétaux morts, le pétrole et le charbon. C'est dire si nous sommes primitifs. Officiellement, nous correspondons à une civilisation de type 0, incapables que nous sommes à voyager à travers l'immensité de l'espace interstellaire, là où une civilisation du troisième type aurait développé la technologie requise pour contrôler l'espace et le temps, en vue d'évoluer librement à travers l'univers. On ne peut exclure la possibilité, pour une civilisation en avance de peut-être 1 million d'années sur la nôtre, d'être en mesure d'atteindre la Terre. Cela dit, une telle civilisation capable de traverser une galaxie jusqu'à la Terre s'exposerait tout de même à des écueils. Parviendrait-il jusqu'à nous? L'oxygène présent dans notre atmosphère, cela même qui nous maintient en vie, pourrait être fatal à nos visiteurs. Ayant acquis la maîtrise de l'espace et du temps, et réussi à franchir le vide interstellaire, il devrait alors affronter un autre danger, notre atmosphère. Elle qui nous protège du rayonnement solaire constitue une barrière périlleuse pour tout vaisseau spatial à l'approche. En effet, en se rapprochant de la Terre depuis l'espace, tout corps se réchauffe du fait des frottements avec les molécules présentes dans l'atmosphère. La chaleur produite brûle la plupart de ces corps, tels que les astéroïdes, avant qu'ils touchent le sol.
Protégés par des tuiles résistantes à la chaleur, les vaisseaux de la NASA, au moment où ils rentrent dans l'atmosphère, se servent de ces frottements pour ralentir. À ce problème, disent les scientifiques, une civilisation d'un haut niveau technologique trouverait cependant une solution bien avant d'atteindre notre atmosphère. Je dirais que tout être intelligent placé à bord d'un véhicule spatial évolué ralentirait tout simplement avant de toucher la Terre. Après avoir navigué au sein de notre atmosphère et réussi leur atterrissage, les extraterrestres verraient surgir un nouvel obstacle de taille. On les imagine mal descendre tout naturellement du vaisseau. L'atmosphère de la Terre ne correspondrait probablement pas tout à fait à celle qui règne sur leur planète d'origine. En fait, à moins d'être acclimatés à l'oxygène, ils souffriraient de l'extrême toxicité de ce gaz. Des extraterrestres fraîchement arrivés sur Terre, on ne s'attendrait pas à les voir débarquer de leur vaisseau, humer le bon air et se mettre à manger des pommes et des oranges. Ici, dans le Nevada, au cœur du désert Mojave, le département des sciences de l'espace de la NASA étudie la vie de micro-organismes placés dans des conditions extrêmes. De là, les chercheurs espèrent établir comment différentes espèces survivraient à des conditions éventuellement périlleuses. Le docteur Chris McKay chapeaute cette mission. La vie a besoin d'oxygène. Les hommes, les plantes et les animaux en ont besoin. Mais nous avons développé toute une machinerie biologique, des enzymes de nature à purifier l'oxygène. L'oxygène est une substance fondamentalement toxique. Sur la planète d'origine d'un extraterrestre, l'évolution aurait-elle emprunté les mêmes voies? La vie s'y serait-elle adaptée à l'oxygène? À la limite, les fondements de la chimie, de même que les gaz, n'auraient rien à voir avec les nôtres. Le docteur McKay étudie des échantillons contenant plus de 10 millions de bactéries qui montrent que le vivant obéit ici à des principes totalement différents de ceux de la majorité des êtres sur Terre. L'examen de ces bactéries nous fait entrevoir la bizarrerie de certaines propriétés chimiques et combien ces organismes peuvent nous être étrangers. La force de notre Soleil poserait encore un autre problème à nos visiteurs. Son rayonnement a beau assurer la vie sur Terre, il présente certains dangers. À trop s'exposer au soleil, les humains courent le risque de s'aveugler, de se brûler ou de développer un cancer. Un être venu d'une autre planète n'y résisterait peut-être pas. On peut imaginer que des formes de vie issues d'un autre monde, qui arriveraient chez nous, trouvent les rayons ultraviolets d'une luminosité trop intense et doivent se protéger derrière des pare-soleil ou des lunettes. Puis vient un écueil invisible pour le nouvel arrivant sur Terre. La gravité. De quoi lui donner du fil à retordre. Les humains ont grandi sous son effet. À soumettre notre corps à une très forte gravité, les conséquences peuvent être désastreuses. Un pilote de chasse qui accomplit des manœuvres acrobatiques est soumis à des forces pouvant être 9 fois supérieures à la normale. Dans ces conditions, un homme de 70 kg a l'impression de peser 680 kg. Au-delà de 9G, la pression devient trop forte et le pilote perd connaissance. Des êtres originaires d'une planète où la gravité est moins forte ressentiraient sans doute des effets comparables. Des Martiens, par exemple, trouveraient la gravité plus forte sur Terre. Même s'ils étaient en forme selon des critères martiens, ils souffriraient ici. Enfin, on peut s'en prendre trop de risques, avancer qu'ils auraient la technologie nécessaire pour y faire face. Autre danger, bien moins prévisible celui-là, les microbes. Comme dans la guerre des mondes de Herbert George Wells, nos visiteurs pourraient succomber à de simples bactéries. Les bactéries d'une planète pourraient menacer les organismes d'une autre planète. Les Martiens débarquent, envahissent la Terre, anéantissent les armées sans problème. C'est alors que les bactéries terrestres affectent les Martiens et les terrassent. À la fin, la Terre sort victorieuse de la guerre des mondes, non pas grâce aux prodiges de la technologie humaine, mais du fait de la diversité biochimique des bactéries. L'histoire nous a appris que les visiteurs d'un autre monde auraient d'excellentes raisons de se méfier de nous et réciproquement. Quand les Espagnols envahissent les Amériques, ils apportent avec eux quelque chose de bien plus redoutable que leurs armes à feu et leurs épées. Dans leur bagage, il y a, entre autres, la variole et la grippe.
Une fois tombées les barrières entre le vieux et le nouveau monde, beaucoup de morts et de destructions s'en sont suivies. Nous pourrions contaminer des êtres venus d'ailleurs et vice-versa. Cette crainte de l'infection par de nouvelles variétés de bactéries agitait aussi la NASA dans les années 1960 lors des missions sur la Lune. C'est pourquoi on plaçait en quarantaine les premiers astronautes à leur retour, de peur qu'ils soient porteurs de microbes mortels. Une civilisation extraterrestre explorant l'univers aurait le souci de ne pas introduire ces microbes sur d'autres planètes, espère McKay. On peut raisonnablement penser que des êtres dotés de moyens technologiques propres à voyager entre les mondes auraient conscience de ce problème et s'équiperaient des protections biologiques adéquates. Il ne leur viendrait pas à l'idée, en touchant Terre, d'aller pique-niquer et polluer un autre monde. On le voit, les passagers d'un vaisseau spatial extraterrestre en route pour la Terre affronteraient une foule de dangers. Il leur faudrait d'abord survivre aux forces destructrices à l'œuvre à l'intérieur d'un trou de verre, puis éviter de brûler dans l'atmosphère terrestre. Enfin, se prémunir contre la toxicité de l'oxygène ou les microbes. Peut-être décideraient-ils de ne pas courir eux-mêmes tant de risques. Imaginons qu'ils envoient à leur place des explorateurs qui ne vieillissent jamais, qui jamais ne succombent à des maladies mortelles. Le moyen le plus efficace, ce sont les robots. Là, ce sont des nanorobots autoréplicants. Les nanorobots sont des robots microscopiques, assez légers pour se révéler d'une aide précieuse lors d'un voyage dans l'espace où le poids représente l'un des facteurs essentiels à considérer. Plus on est petit, plus on va vite. En fait, les particules subatomiques voyagent presque aussi vite que la lumière. Ainsi, les nanorobots offriraient peut-être le meilleur moyen d'explorer l'univers.